bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de santé digestive, on va parler de la carte des pesticides en France et on va parler d'alimentation en fonction de sa génétique. Alors, le premier sujet, c'est les édulcorants et la santé digestive. Alors, c'est un article de la nutrition.fr qui a été mis à jour en 2022, mais qui date initialement de 2014 et qui met en gros titre « Moins de reflux et de troubles digestifs quand on supprime les édulcorants ». En fait, dans cet article, il dit alors pourquoi c'est important. La consommation régulière d'édulcorants augmente le risque de résistance à l'insuline. Alors, la résistance à l'insuline, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une moins bonne capacité à utiliser le glucose circulant, en gros. C'est-à-dire que quand vous mangez des aliments, vous faites monter, alors plus ils sont glucidiques, plus vous allez faire monter le glucose, il peut y avoir d'autres mécanismes en l'absence de glucides, mais bon bref, le glucose sanguin, quand il monte, on va sécréter de l'insuline, et cette insuline, en gros, c'est l'espèce de clé qui va permettre de faire pénétrer dans les cellules, donc les cellules hépatiques, musculaires, etc., et le tissu adipeux surtout, le glucose. Donc c'est surtout au niveau musculaire et le tissu adipeux. La résistance à l'insuline, c'est quand même si on a la bonne clé, les cellules elles ont du mal à accepter cet excès de glucose. Donc du coup, le taux de sucre dans le sang il reste élevé et c'est ce qui mène à de l'inflammation, à des pathologies type diabète et compagnie. Donc voilà. Donc ça pourrait favoriser le diabète de type 2. Une grande étude menée sur plus de 60 000 femmes a montré que la consommation de boissons sucrées de type light était associée à un risque de diabète multiplié par 2. Donc il y a quand même un lien, même en l'absence de sucre brut, en fait, quand on parle d'édulcorants simplement. De plus, la consommation d'édulcorants est associée dans des études à une augmentation des symptômes de troubles gastro-intestinaux fonctionnels, dit le docteur Martine Cotina, puisque le microbiote intestinal peut métaboliser les édulcorants non absorbés, ce qui entraîne des changements dans les habitudes de votre système digestif. Donc, ça vient dérégler en fait la façon dont vous métabolisez à la longue en fait les édulcorants. Donc, c'est-à-dire que donc ils disent, par ailleurs, dit-elle, la consommation d'édulcorants pourrait modifier les hormones capables de réguler le transit intestinal. Donc les troubles gastro-intestinaux fonctionnels comprennent le syndrome du côlon irritable, la dyspepsie fonctionnelle, et la constipation fonctionnelle, la diarrhée et le reflux gastro-œsophagien, donc ce qu'on appelle RGO. Ce sont des affections récurrentes qui représentent au moins 30% des consultations en gastro-entérologie. Bon, de toute façon, les consultations, on imagine qu'en gastro-entérologie, les consultations sont souvent pour des problèmes. Les gens n'y vont que rarement en préventif, quoi. Donc ça favorise ce genre de troubles, et ils disent là une étude évalue les symptômes gastro-intestinaux chez les animaux cette fois-ci en laboratoire, et ils ont montré que les lapins nourris avec 750 à 1000 mg par kilo et par jour de sucralose développent des symptômes gastro-intestinaux par rapport à des animaux qui n'avaient pas reçu d'édulcorants. Donc souvent, je sais pas si vous vous souvenez, mais souvent on mettait le diable. On disait que le diable c'était l'aspartame et que le sucralose ça allait, c'était parce qu'en fait c'était nouveau. Mais visiblement, il y a des études qui montrent que le sucralose non. De toute façon, faut pas trop réfléchir. La pensée matérialiste et tout, elle est bien. Moi, je suis plutôt avec, mais il faut quand même regarder que le corps, il faut pas chercher à être
plus malin que lui. Au bout d'un moment, il va vouloir métaboliser ce qu'on lui donne. Et si ce qu'on lui donne n'est pas quelque chose dont il peut se servir correctement, il va se débrouiller pour en faire autre chose ou pour essayer de s'en débarrasser. Et on peut par contre lui amener des mauvaises choses et le pauvre, il pourra pas se débarrasser facilement de ce qu'on lui envoie. Rappelez-vous des gros problèmes avec les métaux lourds qui sont toujours d'actualité. Hein. On a beaucoup de mal, une fois que les métaux lourds sont présents dans l'organisme, à s'en débarrasser, quoi. Donc le corps est intelligent, mais il est intelligent quand on lui donne les bonnes choses, quoi. Quand on lui donne les mauvaises, il fait ce qu'il peut. Bon, bref. Donc chez l'homme, un régime alimentaire sans édulcorants de synthèse a diminué significativement la présence de symptômes gastro-intestinaux après 5 semaines. Donc 5 semaines, c'est court. Hein. Souvent, regardez, les 5 semaines, c'est relativement court. C'est un petit peu plus d'un mois, c'est assez rapide, quoi. Donc les symptômes gastro-intestinaux après 5 semaines, 2 points, satiété précoce, donc ça veut dire qu'on a la faim qui se coupe plus rapidement, en gros, quoi. Brûlure ou douleur rétro-sternale, douleur épigastrique, douleur abdominale, inconfort postprandial et tout ça, c'est diminué, voilà. Au début de l'étude, plus de 50% des participants avaient au moins un symptôme de douleur épigastrique, 35%, et de l'inconfort postprandial, donc ça veut dire de l'inconfort juste après avoir mangé, à hauteur de 20%. C'était les principaux symptômes. Bon, après, ça a un rôle aussi sur le microbiote. Hein. Ils disent, en étudiant l'influence des édulcorants artificiels sur des souris de laboratoire et sur des volontaires, les chercheurs israéliens ont rapporté dans la revue Nature que ces faux sucres perturbent la composition de la flore intestinale. Alors ça, c'est ce qui est un peu controversé encore actuellement, mais de plus en plus, il montre que ça a quand même un impact, ainsi que la capacité à utiliser le glucose. Donc ils disent, les édulcorants artificiels ont été introduits massivement dans notre alimentation avec l'idée de réduire les apports caloriques et de normaliser des niveaux de glucose sanguin sans remettre en cause notre appétence pour le sucré. Et ça, c'est vrai que je suis relativement d'accord avec ça. Je pense que d'un côté, l'industrie agroalimentaire a eu tellement peur de perdre des parts de marché parce qu'ils savent très bien. C'est là où on voit en fait l'hypocrisie liée au sucre. C'est-à-dire que on voit bien qu'ils sont conscients qu'on est attiré par le goût sucré, donc ils le remplacent par un faux sucre. Si ça n'était pas un problème, s'il n'y avait pas addiction, ils pourraient simplement réduire l'apport en sucre. Et les gens se réhabitueraient à une nouvelle recette avec moins de sucre. Mais ils ont tellement peur de perdre, parce qu'en fait, si je sais pas, je dis une bêtise, mais si un fabricant de céréales, par exemple, réduit son apport en sucre, mais que le fabricant concurrent ne le fait pas, et ben en fait, il perd des parts de marché parce que les gens, ils vont aller vers là où ils sont addicts, là où il y a le plus de sucre. Donc, ils ont cherché à faire quoi pour réduire les calories sans réduire le goût sucré? Ils ont mis des édulcorants en parallèle. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose parce que si d'un côté, donc il le supprime pas totalement le sucre, mais il tamponne, il remplace par une partie d'édulcorants. On a vu que ça a augmenté la résistance à l'insuline, mais s'il y a encore des sucres dedans, vous comprenez le bug qui est en train de se créer, c'est qu'on n'est pas à 0 sucre, on est à un ratio partagé sucre-édulcorant, et donc du coup c'est pas forcément une bonne chose. Donc les 3 édulcorants les très répandus, c'est l'aspartame, le sucralose et saccharine, qui ont été ajoutés à de l'eau, ingérés par les souris en dose journalière admissible fixée par les autorités de santé américaines, ajustée au poids des animaux. Donc les souris ont développé une intolérance au glucose, contrairement à celles qui n'avaient ingéré que de l'eau ou de l'eau sucrée. L'expérience a été répétée sur d'autres souris à des doses variables d'édulcorants avec le même résultat. Donc en fait, au bout d'un moment, on devient carrément intolérant au glucose, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que le glucose est quand même nécessaire à pas mal de... Même par exemple en diète cétogène, il y a quand même on dit oui, mais le cerveau il peut se nourrir que de glucose, ce qui est faux, parce qu'au bout d'un moment il se nourrit de cétone, mais il y a quand même une part, je crois que il monte jusqu'à 75% de cétone, et le reste c'est quand même du glucose. Donc d'avoir des problématiques et de l'intolérance avec le glucose, c'est pas une bonne chose. Survient lorsque l'organisme réagit moins aux effets de l'insuline pour contrôler le taux de sucre dans le sang, et c'est ce qui précède, ils disent, le diabète. Et ils disent à un moment donné, et chez l'homme, ça donne quoi? Donc, à partir de questionnaires alimentaires, les chercheurs ont déterminé chez 380 personnes que celles qui consommaient le plus d'édulcorants avaient une glycémie à jeun et une intolérance au glucose plus importante. Et ce, indépendamment de leur poids.
Donc il n'y a rien à voir avec le poids. Et ils ont aussi testé leur hypothèse sur 7 volontaires qui n'avaient pas l'habitude de consommer des édulcorants. Alors 7, c'est pas beaucoup. Après avoir pendant 7 jours reçu des doses journalières admissibles, 4 d'entre elles ont présenté des taux élevés de glucose ainsi que des modifications de la flore intestinale. Effectivement, c'est peu, la 7, mais bon, la première, c'est 380. Je pense que beaucoup de personnes comme vous et moi, où on est quand même assez proche de ces ressentis et tout ça, on peut vérifier qu'un abus de soda light, par exemple, fait ballonner. Alors, c'est pas que le côté gazeux, parce qu'on peut boire de l'eau gazeuse et pas être ballonné, mais il y a un côté édulcorant. Il y a quelque chose avec ça. Autre chose, pour ceux qui ont déjà testé les produits sucrés sans sucre, donc sucrés au goût mais sans sucre réellement, de la grande distribution. Alors je donnerai pas les marques ici, mais je sais qu'ils font du chocolat, ils font pas mal de petites choses comme ça dans la grande distribution. Moi j'avais testé une fois, ça m'avait complètement retourné les intestins. C'est vendu, vous savez, sous l'estampille sans sucre. En gros dessus. En fait, le sucre qu'ils mettent, c'est souvent le même l'édulcorant qu'ils mettent, c'est le même souvent qu'ils mettent dans les chewing-gums. Et moi personnellement, alors si on mange un petit peu, ça va. Mais si on commence à manger des doses un peu sérieuses, parce qu'on se dit c'est sans sucre, on peut y aller, et ben là, ça pose des problèmes. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on commence de plus en plus à voir que les édulcorants posent problème, et qu'à terme, il va falloir commencer à faire attention à leur consommation. Alors, pas les supprimer totalement, je comprends. Parce qu'il faut vous dire qu'il y en a également dans les compléments alimentaires. Dès que vous prenez, par exemple, un booster avant l'entraînement, une protéine en poudre, dès qu'il y a un goût sucré mais qu'il n'y a pas de glucides, c'est souvent un édulcorant qu'on va vous mettre dedans. Alors là, il ne parle pas forcément de celui qui est naturel, on va dire, qui est la stevia, ils n'en parlent pas. Je pense que c'est plutôt les chimiques. Donc du coup... moi, je suis encore un peu par rapport même à la stevia, qui certainement est plus naturelle, mais le corps, moi, je pars du principe qu'il tôt ou tard, on va avoir des surprises avec la stevia, parce que métaboliser quelque chose, il pense quand même recevoir du sucre à un moment donné, au niveau des saveurs et tout. Il faut voir le corps dans son ensemble. Et quand on a sur le bout de la langue, dans la bouche, quelque chose qui comme diraient les Canadiens, qui goûte sucré. On va se retrouver avec des réactions, on le sait aujourd'hui, que des odeurs, des goûts orientent certaines hormones, mettent dans le canon du fusil certaines hormones prêtes à agir. On peut se dire que même la stevia, à tôt ou tard, on aura des surprises par rapport à ça, quoi. Mais bon, aujourd'hui, ça me semble tout de même plus naturel, quoi. Bon, deuxième article, pesticides. Pesticides et carte de France. Alors c'est Karine Durand, spécialiste météo extrême et environnement, qui a fait un article qui parle justement de la carte des pesticides, et j'avais récolté des données qui me paraissaient intéressantes. Donc montagne, côte et bocage sont les zones les moins traitées. Donc en fait il y a une grande carte que vous pouvez consulter, donc je vous mets le lien dans les notes de ce podcast, allez voir. Sur le sujet en question, vous cliquez, vous y accéderez. Et en fait, c'est la carte de France Adonis qui permet de visualiser l'usage des pesticides ville par ville. Et donc, si j'agrandis la carte, donc vous avez IFT total par commune, etc. Donc herbicide moyen par commune, agriculture biologique par commune, etc. Et en fait, on voit un petit peu là où il y a le plus d'herbicides, de pesticides. Globalement, moi, là où j'habite, c'est mitigé. Moi, je suis quand même dans une zone, alors dans le sud de la France, là où je suis, c'est quand même, c'est pas le pire, mais il y a quand même un usage assez important. Après, il y a des endroits comme en Bretagne et tout, où ça a l'air d'être plus ou moins protégé en tout cas mieux. Bon, dans les massifs, ça va, en Corse ça va, mais globalement c'est intéressant d'aller voir la carte, parce que si vous mangez local dans ces endroits-là, peut-être que vous allez plus vous exposer aux pesticides qu'ailleurs.
Donc, pour vous donner des informations, la carte de France fait ressortir des territoires très protégés par rapport à l'usage des pesticides, ceux situés principalement dans les zones de montagne, les marais côtiers, et une forte présence des surfaces en herbe pour le bétail qui ne sont généralement pas traitées. À l'inverse, on repère facilement les zones agricoles spécialisées du grand bassin parisien, de la vallée de la Garonne, du couloir rhodanien, la Limagne, les territoires viticoles et arboricoles, que ce soit en viticulture, en arboriculture, fruitière ou en grande culture, fortement traités par des pesticides. Parmi ces grandes disparités, les zones utilisant le moins de pesticides, c'est le département de la Drôme avec 23% d'agriculture biologique, avec un IFT de 2,4. Alors l'IFT, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le herbicide moyen par commune. Le département... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Exactement, l'acronyme IFT veut dire fréquence de traitement phytosanitaire. Voilà, comme ça vous saurez. Donc avec un IFT de 2,4 dans la Drôme, le département du Gers avec 22% d'agriculture biologique et un IFT de 2,4, le département de la Manche qui a su préserver son élevage à l'herbe et son bocage avec un IFT de 1,41 et 8% de surface bio. À l'inverse, les zones les plus traitées aux pesticides se situent souvent au nord du pays, donc le département de la Somme avec un IFT de 6,88 et 2% de surface en bio, le département de l'Aisne avec un IFT de 4,8 et de 2% de surface en bio, le département de l'Eure-et-Loir avec un IFT de 4,89 et 3% de surface en bio. Donc Solagro précise que la pomme reste la culture la plus traitée, suivie de la pêche, de la pomme de terre et de la vigne. Parmi les cultures les moins traitées, on a le soja, la canne à sucre ou encore le tournesol. Bon, là c'était de l'information pure qui peut vous servir. Alors je sais, chacun fait comme il peut, comme il veut et tout, mais ça peut être intéressant par rapport... Enfin, vous savez qu'on pousse souvent les gens à manger local. Oui, il faut manger local, Ok, c'est très bien pour la planète et tout de manger local, circuit court. Mais à un moment donné, si le local, c'est dans un endroit où vous vivez, c'est là où il y a le plus de pesticides, c'est bien beau pour la planète, mais pour vous, c'est pas top, quoi. Donc, faut faire attention. Mais votre petite carte pourra vous dire que selon la localisation, vous allez avoir plus ou moins d'aliments de bonne qualité. Donc, selon où vous habitez, si vous mangez local, essayez de manger bio, en fait. Si vous êtes dans les départements que j'ai cités à plus haut risque. Par contre, si vous êtes dans des départements qui sont moins à risque, on va dire, de manger non bio, là où il y a moins d'utilisation de pesticides, ce sera moins grave, en fait. Et c'est là où il faut être cohérent, et c'est pour ça qu'il faut pas avoir une pensée binaire, même sur ce genre de choses, quoi. Voilà. Adapter son alimentation à son profil génétique. Alors, c'est toujours quelque chose de sympa, de fun, de se dire qu'on pourrait un jour manger selon ses gènes. C'est-à-dire que par le biais d'une prise de sang ou d'un test salivaire ou je sais pas quoi d'ailleurs, on pourrait dire à un individu, tiens, toi, si tu manges tel et tel aliment, tu vas avoir une super longévité, tu vas avoir un tour de taille mince, tu vas prendre facilement de la masse musculaire et ton cerveau va tourner à plein régime. Super. En fait, c'est ça le défi un petit peu on va dire, de l'alimentation du futur, c'est de réussir à coller au mieux à la longévité, etc. Sauf que vient se heurter à ça, un mode de vie, une industrie agroalimentaire, des profits, etc. Bon, là, le titre de l'article qui est... Moi, j'aime bien citer plutôt l'auteur plutôt que le magazine. Donc, c'est écrit par Laura Châtelain, avec la professeure Karine Clément, nutritionniste et endocrinologue à l'INSERM, et le docteur Patrick Borel, directeur de recherche à l'INRAE. Donc là, il démarre, surpoids, cholestérol, diabète ou arthrose. Imaginez qu'on vous fasse demain une ordonnance alimentaire ultra personnalisée pour répondre à ces problématiques qui vous indiquerait quand consommer vos fruits pour empêcher votre glycémie d'exploser, quelle quantité de protéines ou de lipides prévoir pour calmer votre inflammation, quelle huile végétale utiliser pour réguler vos triglycérides, Ce régime ne s'appliquerait qu'à vous. Affligé de mêmes maux, votre voisine s'en verrait sûrement prescrire un différent. Cela paraît irréel et pourtant, cela s'appelle la nutrition de précision, une nouvelle approche sur laquelle travaillent les scientifiques.
Alors, des menus en fonction de nos gènes. Alors ils disent, notre ADN détermine en partie notre risque de développer certaines maladies, mais aussi comment on transforme ce que l'on mange. Les gens n'assimilent pas tout de même tous de la même façon le cholestérol alimentaire ni les vitamines importantes pour la prévention des troubles cardiovasculaires et du cancer, observe le docteur Borel. Étudier le génome de quelqu'un permet de prédire, par exemple, sa capacité à absorber la vitamine E. Si elle est faible, on pourra lui conseiller d'augmenter la dose via des aliments qui en sont riches ou une supplémentation. Plusieurs sociétés proposent déjà à l'étranger des programmes nutritionnels basés sur le séquençage ADN via un prélèvement de salive. Pour moi, ces recommandations sont incomplètes, nuance le docteur Borel. On manque de données pour prendre en compte l'ensemble des mutations génétiques impliquées chez chaque personne et surtout, les tests sont encore illégaux en France. Alors vous allez vous demander pourquoi c'est illégal en France. Une des raisons pour lesquelles c'est illégal, et d'ailleurs je vous recommande de faire très attention si vous faites ou si vous avez fait des tests de ce type à l'étranger, dites-vous bien une chose, c'est que votre ADN, alors moi je suis pas complotiste, mais dites-vous que votre ADN est dans une société privée aujourd'hui si vous l'avez fait. C'est-à-dire que dans la banque de données de la société à laquelle vous avez fait confiance, mais ils ont votre ADN aujourd'hui. Bon, faut le savoir, Justin, c'est voilà. Et c'est illégal en France. Bon, j'imagine que c'est pour les mêmes raisons. Ça deviendra certainement légal quand ça tombera dans le domaine public. Est-ce que ça sera plus protégé ? J'en sais rien au niveau des données personnelles, mais que l'ADN circule comme ça, bon, voilà. Moi, ça me paraît quand même bon. Après. Moi, je pense que derrière tout ça, il y a quelque chose de... En fait, on cherche encore une pilule miracle. C'est-à-dire qu'on cherche à se dire, moi, pour être en santé, j'ai juste besoin de manger 500 grammes de brocoli tous les 3 jours et ça active l'interrupteur qui va bien dans mon organisme et je suis en bonne santé. Globalement, il y a une méthode, sans avoir besoin de passer par là, qui pourrait fonctionner très bien. C'est la première, c'est déjà de manger non transformé, d'essayer d'avoir le plus de végétaux possible, de manger des protéines entières, on va dire. Quand je dis entières, c'est pas des protéines à base de poisson, de viande recomposée dans tous les sens, mais d'essayer de manger complet, entier, une approche méditerranéenne un peu modernisée, on va dire, parce que forcément la qualité des aliments n'est plus la même qu'avant. Mais d'essayer d'avoir une approche de ce type-là. Il parlait tout à l'heure des acides gras. Quel acide gras on pourrait consommer ? Globalement, je peux vous garantir plus ou moins sans trop de problèmes que vous pouvez plutôt consommer de l'huile d'olive à la place de l'huile de tournesol. Que là, les chercheurs sont plutôt en accord avec moi et qu'il n'y a pas besoin d'un test d'ADN pour savoir que vous allez mieux profiter de l'huile d'olive que de l'huile de tournesol. Ça, c'est la première chose. Ensuite... ce qui se cache derrière ça, en fait, c'est surtout d'avoir une raison de ne pas faire l'intégralité des efforts. C'est-à-dire que de vous dire, vous avez juste besoin d'un peu de vitamine C, un peu d'oméga 3, et les gens vont se dire, ok, moi, dans mon approche alimentaire, je peux continuer à manger n'importe quoi, mais il faut juste que que je mette dans mon alimentation un peu de poisson gras et quelques agrumes, un peu de poivron, des choses comme ça pour avoir un taux de vitamine C qui remonte. Et ça, encore une fois, c'est ne pas traiter correctement la chose, quoi. C'est global et en aucun cas un test ADN plus vous allez manger sainement, plus vos gènes vont être contents. En fait, il y a pas d'être humain aujourd'hui encore, je parle actuellement, c'est trop moderne en fait l'alimentation ultra transformée. Donc, il n'y a pas encore d'individu qui va être en meilleure santé, et ça, je pense me risquer à dire ça sans trop de risque d'ailleurs. Il n'y a pas encore d'être humain qui serait en meilleure santé lorsqu'il consomme essentiellement des aliments ultra transformés. Donc, on profiterait tous aujourd'hui d'une alimentation plus raisonnable, moins transformée, plus modeste d'ailleurs en termes caloriques et de densité énergétique. Ça, il n'y a pas besoin de faire un test. Et c'est pour ça que pour moi, toutes ces choses-là,
vous verrez que quand ça sortira, et d'ailleurs ceux qui sont sortis anciennement là, c'est un peu comme vous savez les nutritions par groupe sanguin et tout. Regardez bien, observez les recommandations. Aucun vous dira alors vous êtes carencé en Kinder Surprise et vous par contre vous avez une carence en carambar. Non, il n'y a pas de ça. En règle générale, ils vont vous dire de manger plus de légumes, il y aura toujours une orientation vers des aliments entiers, complets, sains, sauf que certains pourront plus profiter de la viande, d'autres plus profiter de certains types de glucides, mais globalement, personne n'aura une ordonnance de canette de coca. Et donc, ça oriente un peu les choses, mais dans tous les cas, ça n'est pas du tout quelque chose qui va vous donner l'opportunité de manger sereinement des aliments malsains, en fait. Malsains. Disons des aliments plaisir. J'aime pas dire malsains, mais des aliments plaisir. Parce que je sais que beaucoup de personnes aimeraient mettre dans leur quotidien des aliments qui sont réservés à des moments ponctuels de plaisir. Et c'est ça et je pense que quand ça sortira, ça sera un petit peu comme le Nutri-Score où ils vont essayer de bricoler comme ils peuvent les formulations de leurs produits pour que justement votre profil génétique dise c'est bon, vous pouvez aller en fermant les yeux sur tel et tel type d'aliments que nous vendons. Globalement, prenez de l'avance, mangez sainement, inspirez-vous de la diète méditerranéenne, plutôt basse en glucides si vous avez du gras à perdre, orientez-vous vers les bonnes sources de graisse et ne forcez pas non plus trop sur les graisses si vous voulez pas faire de résistance à l'insuline. Essayez d'avoir une nutrition qui est cohérente et surtout adaptée par rapport au sport que vous faites et tout ça. Donc il y aura pas, n'attendez pas des autres. Prenez de l'avance, quoi. Formez-vous de votre côté. C'est beaucoup plus intéressant parce que les années passent vite et toute année perdue à mal manger, c'est quand même un effort à faire dans le futur pour justement tamponner ça ou éviter d'en payer la facture de manière trop salée, quoi. Ou trop sucrée. Voilà. Donc, et dernier point, quels sont les effets réels du CBD chez le sportif ? Alors, vous avez eu beaucoup de questions là-dessus. On entend parler partout. C'est surtout au niveau des Américains au début que c'est venu, puis après ça arrivait de plus en plus chez nous. Moi, j'ai vu que dans une galerie marchande à côté de chez moi, il y avait même une boutique avec des têtes d'herbes de cannabis à vendre, ce qui était, il me semble, totalement illégal il y a quelque temps, mais là visiblement c'est autorisé, donc j'imagine que c'est parce qu'il y a plus de THC et tout ça, donc on est tombé dans le domaine du légal, de la légalité, ou peut-être borderline, j'en sais rien, mais en tout cas le CBD ou cannabidiol est devenu extrêmement populaire et on lui donne toutes les vertus possibles et imaginables, notamment sur le sommeil, sur l'inflammation, sur l'anxiété, sur la testostérone, sur le surpoids et tout ça. Ce que j'ai fait pour vous, c'est que je suis allé voir toutes les études modernes, récentes, celles qui commencent à avoir un petit peu de recul quand même, pour vous proposer un cours là-dessus. De manière à pas vous faire avoir non seulement par la propagande, mais aussi beaucoup par les influenceurs qui ont des bons budgets pour vous faire la promotion du CBD. Et voilà, l'appât du gain, souvent, il y en a qui résistent pas et qui tombent dans la gueule et qui en font la promotion. C'est un travail, influenceur, et ils sont rémunérés par justement le placement de produits. C'est juste qu'il faut être au courant de ça. Donc faites attention parce que moi, j'ai regardé un petit peu la bibliographie. Moi, je vous vends pas de CBD, donc du coup, moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus. Et je peux vous garantir que ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ce que ça apporte et ce que ça n'apporte pas aussi. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des avantages pour le sportif, mais pas forcément là où on les attend. Et il peut y avoir surtout des inconvénients, donc il faut vraiment voir si ce que vous avez besoin de traiter, ce qui est avéré, en tout cas ce qui est démontré par la science et qui fonctionne pour aider le sportif, est-ce que c'est suffisant par rapport aux inconvénients que ça apporte ? De faire comme on appelle la balance bénéfice-risque en fait. Donc si ça vous intéresse d'avoir ces informations, allez voir les notes que j'ai mis dans le podcast là, sur CBD, les effets réels du CBD pour le sportif. Vous cliquez, vous irez voir, vous avez un cours, un PDF, vous avez tout quoi, pour justement vous former sur le sujet et ne pas vous faire avoir quoi. Donc voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve dans la description ou sur un autre podcast immédiatement si vous avez du retard. À bientôt, bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.